Bonjour, bienvenue sur l'émission Alzheimer, l'émission qui vous fait retrouver la mémoire. La mémoire collective est très sélective malheureusement. Et Alzheimer fait la lumière sur les notions, les faits et les personnages historiques oubliés de l'histoire. Aujourd'hui à l'honneur, nous allons parler de l'histoire d'Haïti. Et avec nous pour parler d'Haïti, nous avons le professeur Marcel Dorigny, historien, professeur à Paris 8, secrétaire général des études robespierristes, rédacteur en chef du XVIIIe siècle, très actif dans les relations franco-haïtiennes. Monsieur Dorigny, bonjour. Nous avons également une sommité en termes de personnalité haïtienne, l'emblématique Jean Métellus, médecin, docteur en linguistique, neurologue, chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, décoré de la Légion d'honneur, j'en passe, et il est poète, romancier, auteur de nombreuses pièces de théâtre et d'essais. Bonjour Monsieur Métellus. Bonjour. Nous avons également avec nous comme invité Mimi Barthélémy, une artiste haïtienne, auteure d'histoires et de contes, décorée également du Bécaire d'Or, prix Arletty, chevalier de l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre des arts et des lettres, décorée de la Légion d'honneur. Non. Très bien, très bien. Ça ne serait tardé. Bonjour Mimi Barthélémy. Bonjour. Nous avons également une entrepreneuse militante dans les relations franco-haïtiennes, présidente de l'association Haïti Futur, coach, enseignante à Paris Dauphine, Josette Bruffart. Comment allez-vous? Ça va. Voilà, nous allons parler d'Haïti. Aujourd'hui, si on parle d'Haïti, pour tout le monde, Haïti est synonyme de misère, de corruption. Mais Haïti, c'est bien plus que ça. Haïti, c'est la première république noire, la terre indépendante. Tous ces grands hommes qui ont fait Haïti aujourd'hui, on ne les connaît pas, on les connaît très peu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'eux. Alors nous allons faire honneur aux femmes. Mimi Barthélémy, une petite présentation. Mais comme vous m'avez présenté, je n'ai rien d'autre à ajouter. Simplement que nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a eu ce grand drame en Haïti, ce tremblement de terre du 12 janvier. Et en fait, il semblerait extrêmement nécessaire qu'il y ait une meilleure connaissance de l'histoire d'Haïti, ici en France, une meilleure connaissance de la culture haïtienne, pour qu'on puisse resserrer un peu les liens entre la France et Haïti. Des liens qui n'ont jamais cessé d'être très serrés. Des liens qui sont très vieux en plus. Très vieux, oui. Madame Bruffart? Oui, c'est un peu dommage qu'on parle d'Haïti que quand il y a des catastrophes, mais je dis quand même c'est mieux que rien. Et donc il y a une forte solidarité justement qui s'est manifestée et une forte envie, je pense, de savoir, de connaître cette histoire commune. Moi je dis souvent qu'il y a une histoire commune avec la France avec Haïti, et cette histoire a été mise de côté. C'est un peu dommage parce que ça a été mis de côté pour la France mais jamais pour Haïti. Parce que, donc voilà, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est bien, Haïti, c'est pas... justement, vous avez cité les qualificatifs de misère, de corruption, mais Haïti, c'est d'abord des gens debout. C'est d'abord une fierté, une droiture. Moi, je représente cet Haïti-là et je voudrais qu'on en parle davantage. Très bien. Monsieur Métellus. Eh bien, je rejoins mes compatriotes. Je pense qu'il faudrait parler plus souvent d'Haïti, et pas seulement quand il y a des séismes ou des difficultés. Et je voulais aussi qu'on cesse de parler d'Haïti comme la nation la plus pauvre, comme le pays le pauvre de l'hémisphère américain. Et je voudrais aussi, quand on parle d'un pays pauvre, dire pourquoi le pays est pauvre. Le pays n'est pas pauvre, le pays a été appauvri partout. Les Occidentaux. Nous allons y revenir justement. Tous les Occidentaux ont appauvri le pays. Nous allons y revenir. Monsieur Dorigny. Moi, je suis ici plutôt comme historien. Tout à fait. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre Haïti aujourd'hui, les liens particuliers qu'il y a avec la France, qui ont été évoqués à 2 reprises tout à l'heure, et par vous-même, sans rappeler les origines de cette société, sans rappeler comment la population qui est là
a été amenée. Elle n'est pas venue d'elle-même. Tout à fait. Comment l'île a été peuplée, comment elle a été mise en valeur, comment elle a été exploitée, et comment, là et pas ailleurs, il y a eu cette révolte des esclaves, il y a eu cette émancipation sur place qui a abouti inexorablement à l'indépendance et à la création d'une république d'une nature nouvelle. Et je crois que l'appel à l'histoire, ce n'est pas pour défendre une corporation d'historiens, mais l'appel à l'histoire est absolument indispensable pour comprendre. Ce qui fait que Haïti n'est pas la Jamaïque, n'est pas la Guadeloupe, n'est pas la Martinique. Bah, très bien, très bien. Nous allons commencer justement par parler d'Haïti. On prend comme point de départ 1492, l'arrivée de Christophe Colomb sur Haïti. Qui veut commencer? Monsieur Metellus? Je demande à mes compatriotes de commencer avant moi. Je vais commencer par le début de l'histoire d'Haïti racontée aux enfants. Fidèle à votre qualité de conteuse. Ben, ce ne sera pas une conteuse, ce sera peut-être. Je vais faire la lecture de mon texte. L'île d'Haïti est, après l'île de Cuba, la plus grande des Antilles. Les Amérindiens taïnos l'appelèrent Haïti, terre montagneuse, jusqu'à l'arrivée des Espagnols qui la baptisèrent Hispaniola, Petite Espagne, et qui nommèrent sa capitale Santo Domingo. Les Français, lors du traité de Ryswick en 1697, obtinrent de l'Espagne le tiers occidental de l'île qu'ils nommèrent Saint-Domingue, en francisant le nom de la capitale d'Hispaniola. Saint-Domingue a fait la richesse de la France du XVIIIe siècle. On a construit Versailles avec le sucre de Saint-Domingue et la sueur des esclaves noirs déportés d'Afrique pour relayer les Indiens décimés par la maladie et la servitude. Je crois qu'on ne peut pas être plus précis justement sur le point de départ, les premières relations franco-haïtiennes. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter par rapport à ça? Monsieur Dorigny? Écoutez, pour apporter un petit complément à ce qui a été dit, c'est qu'au moment où la France obtient, par le traité de Ryswick, comme il a été rappelé, donc c'est sous Louis XIV, hein, rappelons, un tiers de l'île, à cette époque-là... On va juste revenir juste un peu avant. Hein. Christophe Colomb découvre Haïti. Oui. À l'époque, qui sont les habitants d'Haïti? Ce sont, comme on vient de le rappeler, les Taïnos, donc une population amérindienne qui a disparu très vite, puisque dès les années donc 1492, hein, vous voyez, dès les années 1530-1540, la population originelle a quasi entièrement disparu. Ça a été très rapide. Et voilà, c'était très rapide, c'est un choc de civilisation, de culture, un choc bactériologique également, parce qu'il y a eu des maladies qui ont été importées par les Européens et pour lesquelles les Amérindiens n'étaient pas immunisés. Donc il y a eu un choc extrêmement violent qui a désertifié l'île de sa population. Et comme le dira plus tard Montesquieu, après avoir dépeuplé les îles d'Amérique, il a fallu dépeupler l'Afrique pour repeupler l'Amérique. Tout l'engrenage de la traite négrière est là. À partir du moment où les Espagnols, puis surtout, bien sûr, à grande échelle, les Français, veulent mettre en valeur l'île, par agriculture, j'entends, hein, il faut de la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre a été éradiquée. Donc, la seule solution, c'est d'importer une nouvelle main-d'œuvre. Et tout le drame d'Haïti, enfin de Saint-Domingue, de l'ancienne Haïti, de la future Haïti, si on peut dire, vient de cette nécessité absolue de repeupler, et de repeupler par des esclaves, parce que la main-d'œuvre libre ne veut pas venir. Les engagés que l'on essaie de faire venir, en leur promettant monts et merveilles, notamment fortune, refusent ces contrats ou les acceptent de gré de force, mais repartent ou meurent. Donc le peuplement par des Européens, par des petits blancs, comme on dit, sous contrat, ne fonctionne pas. Donc la seule solution pour avoir une main-d'œuvre, c'est d'aller chercher une population qui n'a pas le choix. Donc des esclaves, et le seul endroit, depuis le début de la découverte du Nouveau Monde, où l'on prend les esclaves, c'est l'Afrique. Et Haïti, enfin Saint-Domingue, la Saint-Domingue française, va être le lieu par excellence de concentration des esclaves. Il faut peut-être rappeler des chiffres. Au moment où l'amalgame révolutionnaire va se faire, donc à l'extrême fin du XVIIIe siècle, il y a plus de 500 000 esclaves
sur la partie française de Saint-Domingue. Au même moment, sur l'autre côté, la partie espagnole, qui est beaucoup plus grande, qui est à peu près 2 fois plus grande. Qui est l'actuel Cuba. Qui est l'actuelle République dominicaine, République le nom officiel République dominicaine. Dans cette partie donc espagnole, 2 fois plus grande, il y a 40 000 esclaves. 500 000 d'un côté, plus de 500 000 d'un côté, 40 000 de l'autre. Donc il y a 2 territoires dont la mise en valeur n'est pas la même. Et pour terminer avec les chiffres, sans exagérer, du côté numérique, en quelque sorte quantitatif, aux États-Unis, au même moment, qui viennent d'être indépendants, quelques années seulement, dans les États esclavagistes des États-Unis, il y a un peu plus de 600 000 esclaves. Sur un territoire qui n'a aucune comparaison, qui est immense. Sur l'ensemble du territoire américain, voilà. Il y a à peu près 600 000 esclaves au moment de l'indépendance. La même population d'esclaves que voilà, sur l'île d'Haïti. Il y a à peine plus que dans la seule partie française de Saint-Domingue. C'est dire que la colonisation française de Saint-Domingue, la mise en valeur agricole, avec la monoculture sucrière, a transformé la partie française de Saint-Domingue en une concentration d'esclaves unique dans l'Amérique. Comme nous l'a très bien dit Mimi Barthélémy à travers sa lecture, alors, au départ, l'île était espagnole. Oui, elle a été découverte par Christophe Colomb, qui l'a appelée Hispaniola. Voilà, et à partir du traité de Ryswick, il y a eu la scission et une partie a été française. Oui, est-ce qu'on peut parler de scission? En fait, voilà, c'est une négociation entre un partage. Il y a 28 000 km² d'un côté, 28 700 km² d'un côté et 43 000 de l'autre. Les 28 000, c'est l'actuel Haïti. L'actuelle Haïti qui est un peu plus grande que l'ancienne colonie française de Saint-Domingue. Le plateau central en Haïti n'a jamais été français, ne faisait pas partie de la colonie française. Il faut dire qu'il était vide d'habitants à l'époque coloniale. Mais c'était juridiquement, théoriquement espagnol. On peut rappeler aussi que la frontière entre les 2 parties de l'île n'a jamais été véritablement fixée. Elle ne l'a été qu'au XXe siècle. Le partage colonial était un partage flou, où on a tenté d'établir une frontière qui n'a jamais été fixée sur le terrain. Donc c'était une zone un petit peu de transit entre deux parties, très inégalement développées. Monsieur Metellus, quelque chose à rajouter sur la période de l'esclavage en Haïti? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que si le pays est arrivé à son indépendance, ce n'est pas du tout par hasard. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y avait une certaine quantité d'esclaves dans une partie plutôt que dans l'autre. Le pays est arrivé à l'indépendance. C'est toute l'île qui est arrivée à l'indépendance. Le pays est arrivé à l'indépendance en 1840 grâce à plusieurs événements qui se sont accumulés dans le pays. Il y a eu d'abord l'épisode dit Macandal, c'est-à-dire c'est un esclave qui avait décidé de tuer tous les Blancs de la colonie. Ça n'a pas marché, c'est lui qui a été tué très vite. Alors, pour nos internautes... Eh bien, c'est une chose qui s'est passée vers les années 1600 à peu près. D'accord. Alors, un Haïtien... Un Haïtien, un marron, il était marron. Il a organisé un réseau à l'époque, on pourrait dire, et il avait décidé de tuer tous les Blancs de la colonie. Ça n'a pas marché. Déjà très tôt, il y a eu une rébellion qui a essayé de s'organiser et de se mettre en place justement pour sortir du joug de l'esclavage. C'est ça.